Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument fascinant, les relations, parfois complexes, entre les cétacés et les requins. Absolument. Et c'est un monde d'interaction bien plus riche qu'on ne le pense souvent, hein. Ça va vraiment de la prédation pure à des stratégies de défense incroyables ou même juste ils s'évitent ou coexistent. Ça dépend énormément des espèces et puis des conditions. Alors, commençons fort, les orques. On entend souvent dire qu'elles sont des prédatrices redoutables pour les requins. Qu'est-ce qui rend leurs attaques si spéciales? Ce qui est frappant, c'est leur intelligence et surtout leur spécialisation. Le cas le plus connu, c'est Porte et Starboard en Afrique du Sud. Ah oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Depuis 2017, on sait qu'elles chassent les grands requins blancs, mais spécifiquement pour leur foie. C'est un organe très riche en lipides, donc très énergétique pour elles. Le foie? Incroyable. C'est d'une précision folle. Mais comment elles font concrètement? Alors, elles ont des techniques coordonnées, très au point. Souvent, elles vont d'abord percuter le requin, le déstabiliser. Ensuite, elles le retournent sur le dos. Leur retourner? Pourquoi? Ça déclenche ce qu'on appelle l'immobilité tonique. C'est une sorte de paralysie temporaire chez le requin. Et là, elles ont le champ libre pour extraire le foie proprement. Ah, d'accord. Il y a même eu un cas documenté où Starboard, toute seule, a tué un jeune requin blanc de 2,5 mètres quand même en moins de 2 minutes. Grand. Et j'imagine que leur simple présence, ça doit suffire à faire fuir les requins? Ah oui, tout à fait. Parfois, il suffit que des orques soient signalés dans une zone pour que les grands blancs disparaissent pendant des mois. Ça a un impact énorme sur l'équilibre local. On a des preuves directes de ces attaques au-delà des observations? Oui, on a pu confirmer par ADN sur une carcasse de grands blancs de presque 5 mètres échouée en Australie. Les morsures correspondaient clairement des orques. Bon, si les orques sont au sommet de cette chaîne alimentaire particulière, qu'id des dauphins? Eux, ils paraissent plus vulnérables, non? C'est plus nuancé. C'est vrai, les dauphins sont des proies potentielles, surtout pour les requins tigres, les requins bulldogs. Mais attention, ils sont loin d'être démunis. Ah bon? Leur agilité, leur vitesse et surtout leur intelligence sociale, ça leur donne de sacrés atouts. Et comment ils se défendent alors, hein? Ils contre-attaquent, hein? Exactement. Leur arme principale, c'est leur rostre, ce museau osseux très dur. Ils s'en servent comme d'un bélier. Un bélier, hein? Oui, pour frapper les zones sensibles du requin. Le ventre, les branchies, et ça peut être très violent, hein, parfois même fatal pour le requin. Impressionnant. Et puis, il y a le comportement collectif. C'est ça qui est fascinant aussi. On a des observations fiables de dauphins qui protègent activement des nageurs. Des nageurs humains? Oui, ils forment des cercles autour des personnes quand un requin approche, pour le dissuader, l'éloigner. C'est assez bluffant, hein. Ah oui, quand même. Ça montre une forme d'intelligence et peut-être d'altruisme. C'est incroyable. Et pour les très grosses baleines, les baleines à bosse, les rorquals? Alors là, le risque principal, c'est surtout pour les jeunes, les baleineaux, ou alors les individus qui sont déjà affaiblis, malades, blessés. D'accord. Les grands requins blancs, les tigres, parfois les macos, peuvent s'attaquer à eux. Mais c'est souvent opportuniste. Ils vont viser les nageoires, la queue, ou profiter d'une carcasse. On a ce cas de 2017 en tête, avec 2 grands blancs qui s'acharnaient sur un jeune rorqual à bosse de 7 mètres. Bon, il était pris dans les filets de pêche malheureusement. Ah oui, terrible. Ils ont clairement profité de sa vulnérabilité. Mais pour une baleine adulte en pleine forme, une attaque directe de requin, ça reste exceptionnel. Et au-delà de la force ou de l'attaque directe, est-ce qu'il y a d'autres stratégies de défense? Oui, bien sûr. Pour les grandes baleines, la taille seule est déjà une défense, hein. C'est dissuasif. Mais il y a des choses plus actives. Les cachalots, par exemple, s'ils sont attaqués par des orques, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle la défécation défensive. Défécation défensive. Oui, la défécation défensive. Ils libèrent un énorme nuage de matière fécale. Ça crée un écran, ça désoriente les attaquants. C'est assez efficace apparemment. Ingénieux, d'une certaine manière. Et puis, il ne faut jamais oublier la force du groupe. La coopération, c'est clé. Les dauphins, les globicéphales, les pseudo-orques, beaucoup de cétacés sociaux se regroupent. Ça permet de mieux surveiller, de détecter un prédateur plus tôt, et même de le harceler en groupe pour le faire partir. Donc on est loin d'une simple relation prédateur-proie unique. C'est vraiment un éventail d'interactions qui varie selon les espèces, les lieux. Exactement. C'est très dynamique. On voit même des adaptations très locales. Au Mexique, par exemple, on a observé des orques qui ont appris à retourner des requins-baleines juvéniles.
des requins-baleines. Mais ils sont énormes. Oui, mais là c'était des jeunes. Et le but n'était pas forcément de les tuer, mais plutôt d'accéder à leurs organes, un peu comme pour les requins-blancs avec le foie. C'est une adaptation comportementale assez récente. Fascinant. Et puis, faut pas oublier non plus qu'il y a plein d'interactions neutres. Souvent, ils s'ignorent, tout simplement. On pourrait même mentionner le commensalisme, comme les rémoras sur les requins, même si les rémoras ne sont pas des cétacés. Ça montre la variété des liens possibles. Et au final, quel est l'impact de toutes ces relations sur l'océan en général? C'est fondamental pour l'équilibre des écosystèmes. La prédation des orques sur les requins, par exemple, ça a des effets en cascade sur toute la chaîne alimentaire en dessous. Ça influence où certaines espèces vont vivre, comment elles se nourrissent. Donc ça structure vraiment le milieu marin. Tout à fait. Et c'est un équilibre qui est fragile. Les changements environnementaux, les activités humaines, la pêche notamment, ça peut venir perturber ces dynamiques. Intensifier la compétition pour la nourriture, par exemple. Pour résumer, on a donc un tableau très complexe, des orques super prédatrices et très spécialisées, des dauphins bien plus combatifs et solidaires qu'on pourrait le croire, des géants qui ont leur vulnérabilité, et le tout influencé par la coopération et l'environnement. C'est bien ça? C'est exactement ça. Un équilibre dynamique permanent, fait d'attaques, de défense, de cohabitation. Et c'est ça qui fait la richesse de la complexité de la vie dans les océans. Et ça nous laisse avec une question importante pour l'avenir. Comment le réchauffement des eaux, la surpêche, tout ça, comment ça va continuer à modifier ces rapports de force qu'on observe depuis si longtemps? Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur cetacé.info. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.